Bonjour à toutes et à tous, bon réveil chez vous. La nature nous fait grâce de vous retrouver ce matin. Nous disons merci à l'Éternel pour ce précieux cadeau. On s'en réjouit aussi juste à l'idée de passer du temps à vos côtés, chers amis téléspectateurs. Oui, effectivement, on se réjouit à l'idée de passer du bon moment avec vous, chers téléspectateurs. Un temps de télévision Karamat que nous promettons vraiment gai. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Rock. Alors, au programme, vous le savez, il y a beaucoup de choses pour votre plaisir. Une image à commenter dans la rubrique Capture vous parviendra. Également, les explications d'une personne âgée dans la rubrique Us et Coutumes. Aujourd'hui, un prénom africain nous amène droit dans l'ère culturelle Idacha. C'est dans les collines. Exactement, et vous aurez droit au plat de résistance, le débat dans cette émission. Et aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui vous a encore particulièrement intéressé, le concubinage. Pourquoi, malgré des années de vie commune, ce statut ne change-t-il pas dans certains couples, Karamat? Effectivement, c'est un fait et nous le vivons tous les jours au quotidien. Nous allons recevoir d'un moment à l'autre nos débatteurs autour de cette table avec nous. Vous êtes appelés aussi, chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez, à réagir. Alors, la musique béninoise fait aujourd'hui rêver les mélomanes. C'est un autre artiste chanteur béninois qui a retenu l'attention de l'équipe de réalisation de Nopinden ce jour. Exactement. Et avant de découvrir cet artiste, mesdames et messieurs, je vous invite à découvrir ces autruches. Les autruches de Dassari dans la ferme Tataktou. Voilà, vous venez voir ces belles images de ces autruches, l'oiseau le plus rapide au monde, Karamat. Vous les retrouvez dans la ferme de Dassari à Materi. Et pour l'information que nous avons, ce sont des animaux qui peuvent peser de 120 à 150 kg. Ah, waouh! Des autruches, et pour ce que nous savons aussi, c'est que ce sont des oiseaux de grande taille et qui font de très gros œufs. Effectivement. N'est-ce pas, Roch? Oui, leur taille peut aller jusqu'à 2,50 m. Waouh! C'est impressionnant ça. C'est impressionnant. Vous avez envie de les découvrir, ne cherchez pas très loin, c'est sur le territoire béninois. Rendez-vous tout droit, c'est vers Materi, oui, n'est-ce pas? dans le département de l'Atakora. Voilà. Et vous avez vu certainement deux catégories d'autruches. Il y a le mâle et la femelle. Est-ce que vous savez comment on les reconnaît? Pas du tout, vous avez le petit secret pour Eh bien, restez avec nous vers la fin de l'émission, je vous le dirai, mesdames et messieurs. D'accord, sinon que je voudrais rapidement qu'on revienne sur l'expression faire l'autruche. Je ne sais pas si vous en savez quelque chose. La politique de l'autruche. La politique de l'autruche.
Alors, chers amis téléspectateurs, nous allons à présent regarder notre clip du jour. C'est un artiste, comme je le disais, artiste-chanteur béninois qui fait rêver beaucoup de personnes, des mélomanes, des fans de la musique. Il s'appelle Master Ked et le titre qu'il nous propose ici, nous allons l'écouter, on revient en parler. C'est mauvais, va m'y compliquer. C'est mauvais, va m'y compliquer. I don't know you me who can do it. I don't know you me who you're wearing. I don't know you me who can eat it. Bintololo ni nandureji, bintololo ni na realize, bintololo mauna wazora hore, mauna wazora hore. Bintololo wena inugo, bintololo wena hozoro, bintololo mauna wazora hore, mauna wazora hore. Mero poro ero suviton yeah yeah. Será zomde da be manoko yeah yeah. Unda se cuida lo mesmo mas sumbere. Alide azejo be anamo yeah 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 yeah. Rappelle-toi combien de fois t'as connu la galère. Rappelle-toi combien de fois t'as été humilié. Rappelle-toi combien de fois maman t'a conseillé. Yeah. L'homme est bon, l'homme est mauvais. Fais notre ruiné. Yeah. I don't know you me who can do it. I don't know you me who you're wearing. I don't know you me who can eat it. Bintololo ni nandureji, bintololo ni na realize, bintololo mauna wazora hore, mauna wazora hore. Bintololo wena inugo, bintololo wena hozoro, bintololo mauna wazora hore, mauna wazora hore. Mauzi yedodo, mauzi yedodo. Meno banu wamla inugo, mauzi yedodo. Meno banu azotwe nangwele, mauzi yedodo. Meno banu wamla masuda, mauzi yedodo. Meno banu wamla moviji, mauzi yedodo. Yeah. Bintololo ni nandureji, bintololo ni na realize, bintololo mauna wazora hore, mauna wazora. Yeah. Bintololo wena inugo, bintololo wena hozo, bintololo mauna wazora konwe, mauna wazora hore. Bintololo, bintololo, mauna wazora hore, yeah yeah yeah. Bintololo, bintololo, mauna wazora hore, yeah. La Belgique promo. Voilà, merci à notre réalisateur du jour, Gilles Armel Gbaïhen, qui nous faisait savourer cette belle mélodie de Master Ked, Auto. Eh bien, de son vrai nom, Abdul Keishion, Master Ked est resté fidèle à cet amour pour la musique. L'artiste a plusieurs titres à son actif. Entre autres, il y a Vovoé. Vovoé, j'aime bien cette chanson qui vient de passer. Mais je ne vous ai pas vu vous lever pour danser. Vous êtes resté sur votre siège oui, à hocher la danse, tête. Oui. Moi, je me suis levé pour danser, pas vous. J'ai aussi dansé dans ma position, chers amis téléspectateurs, et j'espère que vous n'avez pas boudé votre plaisir à la maison Pas du tout. en faisant comme rock, en vous levant.
pleuvant et en dansant. Même nos invités sur le plateau ont eu envie de danser. À un moment donné. En tout cas, nous allons les présenter tout à l'heure. Eh bien, mesdames et messieurs, comme nous vous le disons, vous le saviez déjà, c'est l'instant débat et nous allons installer tout de suite nos invités. Voilà, dans le même ordre d'idées que le sujet sur la dot hier, nous allons parler aujourd'hui du concubinage. Il court aujourd'hui les rues et l'on est tenté même d'affirmer que c'est une nouvelle mode de vie à deux. Mais à qui cela profite réellement et qui se retrouve perdant dans ce jeu sans rien d'officiel quasiment? Nous avons sur le plateau M. Michel Mehento, il est psychologue clinicien. Bonjour monsieur. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation de Nopindan, la matinale de BB24. Merci à vous. Alors avec vous, c'est Madame Yvette Yegbema. Bonjour Madame. Bonjour. Vous êtes socio-économiste, n'est-ce pas? Oui. Un plaisir aussi de vous avoir. Merci, tout le plaisir pour moi. La toute première question, elle est à vous. Comment est-ce que vous vous définissez le concubinage? Le concubinage peut être défini tout simplement comme l'union de deux personnes de sexe différents, l'union volontaire, sans contrainte, de deux personnes de sexe différents. Voilà. C'est tout. Tout simplement, sans que la législation n'ait eu à intervenir. Voilà. Est-ce qu'on peut l'assimiler au mariage? Non, on ne peut pas l'assimiler au mariage parce que lorsqu'on parle de mariage, on parle déjà de la législation. Le droit intervient. Mais lorsqu'on parle de concubinage, oui, on parle de concubinage, c'est une union libre. Mais il y a une famille qui se crée de fait. Voilà. Et selon vous, Monsieur Mehento, dites-nous, qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui cette allure-là qui s'installe, ce modèle de vie qui s'installe à deux et que c'est le concubinage? Les gens ont du mal à officialiser leurs relations. Je voudrais remercier BB24 pour l'initiative de l'émission. Je salue la priorité de vos activités. Je tiens d'abord à revenir un peu en arrière sur la définition, parce que ce n'est pas uniquement deux personnes de sexe opposés, ça peut être de même sexe, parce que le concept a évolué dans le temps et cela s'explique par plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. La principale, n'est-ce pas, la raison économique? Non, pas tellement la raison économique, mais le concubinage est assimilé à un mariage à essai. Un mariage à essai. On se prépare à aller vers la relation officielle. On prend le temps de se connaître, de s'étudier. De s'étudier pour voir si véritablement on pourrait rester ensemble. Parce que il faut reconnaître que le concubinage, cette forme de lien, bien qu'il n'y ait pas un contrat à la base, formel, il y a un lien affectif, il y a un lien économique, il y a un lien sexuel, il y a un lien émotionnel, il y a de la disponibilité sexuelle. Les conjoints de fait, comme Madame l'a dit tout à l'heure, les conjoints de fait, en réalité, n'ont rien de commun que les principaux éléments que je viens de citer, c'est-à-dire l'affectivité, l'émotion, l'économie et tout, mais en termes économiques, le juriste nous dira qu'ils ne mettent pas ensemble leur budget commun. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de règle en réalité qui organise, ma foi, le concubinage qui est Est-ce qu'on a besoin d'aller devant Monsieur le maire avant de forcément mettre ensemble, asseoir un budget commun pour la gestion du ménage? Ailleurs, oui. Mais dans le concubinage, beaucoup le font. Ils se répartissent les tâches et les charges du ménage. Oui, c'est pourquoi je disais à l'entame de mes propos que le concubinage est un mariage à essai qui permettent aux individus de voir si véritablement ils peuvent se comporter de telle sorte pour le futur. D'accord. Vous voyez, comme je le disais, plusieurs raisons expliquent cet état de choses, dont également que les raisons socio-économiques, les longues études des individus. Vous voulez dire par là que plus on est lettré, plus on est diplômé, moins on tend à aller vers une relation sérieuse? Lorsqu'on a un projet d'études à long terme,
on a de la difficulté à s'engager dans le mariage réserve. qui nous impose beaucoup de contraintes, à respecter. Je voudrais, si vous permettez, qu'on revienne un peu en arrière dans vos propos. J'ai été saisie tout de suite quand vous avez parlé de concubinage, une relation pas forcément de sexe différent, mais de même sexe. Oui. Est-ce que cela se vit ici, chez nous? À proprement parler, je n'ai pas encore constat de cela, mais je sais que ça se vit au Bénin. Pour avoir côtoyé un peu le monde de l'homosexualité pour des recherches personnelles, il faut reconnaître que cette façon de percevoir la chose, l'homosexualité en réalité par le passé était une pathologie psychologique, mais avec l'évolution des choses dans le monde et tout, cela a été déclassé et accepté dans le monde. Mais chez nous, cela pose encore des problèmes. Pas dans toutes les nations, en tout cas. Il y a certains pays qui sont farouchement contre cette pratique-là. Mais il y a la question du droit de l'homme qui rentre en jeu et qui permet aux individus de vivre leur vie sexuelle comme ils l'entendent. Oui. Est-ce que vous voyez? Alors, madame, est-ce que dans cette relation de concubinage qui s'y plaît concrètement entre l'homme et la femme, ou bon, si je prends le cas où c'est un homme et une femme. Et une femme. Dans le cas d'une relation entre un homme et une femme, qui est le plus courant, le plus fréquent, bien sûr, nous pouvons dire que c'est l'homme qui est le plus gagnant et la femme qui est plus perdante. Et pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a une entente. Oui. Il n'y a pas de contraintes, ils décident de leur budget, chacun dit ce qu'il pense et autres, chacun est libre, mais la législation ne protège pas la femme. Lorsque vous regardez un contrat de mariage qui est bien établi, vous constatez que cela permet de protéger et la femme et aussi l'homme et aussi leur progéniture. Mais pourquoi vous pensez que c'est la femme qui est perdante? La femme peut à tout moment décider de partir aussi si elle trouve quelqu'un qui veut bien prendre soin d'elle. La femme en peut ce décider temps-là, de elle n'est pas partir. perdante, c'est plutôt l'homme qui est perdant. La femme peut décider de partir à tout moment, mais une relation à deux n'est pas facile. Et lorsque vous êtes déjà avancé à un certain niveau, avec déjà des enfants qui sont en jeu, alors là, la donne change. Lorsque vous avez un couple qui n'est pas marié officiellement et qui a des enfants, lorsqu'il y a le décès, par exemple, du mari, ça pose problème à la femme. Ça pose problème à la femme parce que l'héritage est en jeu. Surtout la question de l'héritage qui est en jeu. Justement, et c'est de ça que nous allons parler demain, dans notre émission de demain. J'invite déjà les téléspectateurs à commencer à réagir. Lorsqu'on parle de concubinage, il n'y a pas de test, même dans le code de la famille, il n'y a pas une loi stricte pour dire, voilà, en cas de concubinage, nous protégeons spécifiquement les enfants de tel, comme dans le mariage. Ce n'est pas systématique. C'est vrai que la femme aura droit à une pension et autres, mais tout est aussi question de négociation avec la belle famille. Alors, vous comprenez, lorsque nous, les femmes, nous avons souvent des difficultés avec nos belles familles, surtout avec les belles-mères, déjà, si vous n'avez pas eu déjà à faire, par exemple, la dot, qui est fondamentale, mais que nous négligeons de nos jours, la dot. Déjà, si vous n'avez pas eu à faire la dot, c'est comme si la famille officiellement ne vous reconnaissait pas. Avant de parler même du mariage légal, lorsque vous n'avez pas fait la dot, la famille ne vous reconnaît pas. Alors, lorsqu'un problème se pose, qu'il y a décès de l'un d'entre vous, vous imaginez la suite. J'ose déjà imaginer votre réaction par rapport à cette question que je vais poser. Tout de suite, quand on prend le mariage et le concubinage, où est-ce qu'on a beaucoup plus d'avantages pour l'un et pour l'autre? Parce que les gens pensent très souvent que c'est la femme qui est intéressée par le mariage. C'est elle qui bouscule l'homme à aller vers le mariage, comme si l'homme, lui, il ne se retrouve pas à gagner quelque chose aussi en officialisant la relation. Alors, je voudrais que vous me permettez de venir un peu en arrière parce que le sujet est tellement intéressant que je ne sais pas si vous avez le temps de mieux creuser. Oui. Vous savez, dans le concubinage, pour moi, il n'y a ni gagnant ni perdant. Voilà. Parce que je continue de le dire que le concubinage est cette forme d'essai du mariage. C'est-à-dire c'est une période que les conjoints traversent pour se préparer mieux au mariage. Mais je voudrais aussi voir clair dans la chose parce que on dit devant le maire. Parce qu'il y a des individus qui vivent en concubinage, mais qui ont fait le mariage coutumier, qui ont été dotés. Oui. Et qui se refusent d'aller devant monsieur le maire. Et la dot qui est une forme de mariage. Qui est une forme de mariage. Il faut insister là-dessus. C'est pourquoi j'attire votre attention sur le fait, devant monsieur le maire,
il y a également devant la société, donc devant la culture. Bien sûr. Alors, vous voyez... Et vous disiez qu'ils se refusent d'aller devant le maire. Est-ce que délibérément, on peut soit même refuser d'aller devant le maire? Oui. Ou bien c'est une partie du couple? Il y a des couples qui refusent qui d'aller se devant le maire l'interdit. parce qu'ils n'y trouvent pas d'intérêt. Ils n'y trouvent pas d'intérêt. Les couples polygames, par exemple? Par exemple, les couples polygames, même les couples monogames, parfois ne préfèrent pas aller au mariage parce que pour les hommes, comme vous l'avez dit, pour les hommes, aller au mariage, c'est comme mettre de la corde au au cou. cou. Oui, Voyez un vous peu. l'avez dit. Et nous allons relayer tout à l'heure les messages de nos internautes. Il y a beaucoup qui ont réagi à ce sujet. Et Effectivement. je crois qu'il y a l'un des internautes qui a parlé de se marier, se mettre la corde au cou. C'est une entreprise difficile Oui. parce qu'avant d'aller au mariage, il faut que les mondes mentaux communiquent entre les conjoints. Il faut que l'un soit psychologiquement... Parce que les deux individus n'ont pas les mêmes univers psychologiques. L'univers psychologique de la femme n'est pas l'univers psychologique de l'homme. C'est ça. Et les attentes psychologiques de la femme ne sont pas les attentes psychologiques de l'homme. Et donc, du coup, lorsque vous rentrez dans le concubinage qui, normalement, est cette forme d'union qui est stable, mais continuelle, Stable, continue. c'est stable, le concubinage. Parce que parfois, le concubinage dure toute la vie. Parfois, dans le concubinage, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant, mais pourtant, chacun des membres de ce couple-là préserve, n'est-ce pas, son territoire, préserve ses biens dans ce jeu-là, puisque rien ne nous oblige à rester ensemble et à partager nos intérêts ensemble. Donc Et pour vous vous, c'est un parlez- jeu. Et vous parliez, voilà, Roch, vous disiez que Oui, c'est c'est un jeu, C'est un jeu. apparemment tel que vous le dites. C'est un jeu des acteurs. Voilà. C'est-à-dire qu'on est dans une arène où il y a un pouvoir, d'accord? Il y a un rapport de force. un jeu de rôle. Un jeu de rôle. Mais cela nous renvoie également même à la naissance du couple. En réalité, la femme, dans ce jeu, c'est pourquoi je disais qu'il n'y a ni perdant ni gagnant. La femme recherche la sécurité. La femme recherche la protection. D'accord? L'homme, auprès de la femme, recherche deux choses. Sa beauté, qui est donc relative, et son acte culinaire. Est-ce Vous êtes sûr? est-ce Vous êtes que certain? justement, C'est pas le est-ce cas que pour tous les hommes, Fondamentalement, est-ce que justement, c'est la beauté de la femme, l'acte culinaire. alors Quand en je dis la beauté- franchissant le pas, De son cas, là. en franchissant le pas pas du tout. justement, en franchissant, Madame a bien entendu. en franchissant le pas du concubinage au mariage, est-ce que monsieur qui trouvait la femme belle dans cette relation non officielle pense qu'il va perdre ses qualités chez la femme quand il va se marier? Quand vous parlez de corde au cou, par exemple. Vous voyez, c'est que se marier en Afrique, précisément, c'est épouser au moins 4 familles. C'est épouser au moins 4 éducations. Et nous disons en psychologie, je le disais tantôt, il faut que les mondes mentaux se communiquent, il faut que les éducations soient semblables aux voisines. Imaginez, un fond trouve une femme en concubinage, une peule. Les éducations ne sont pas semblables ni voisines. Imaginez une femme Yoruba authentique et un fond. Vous savez, je donne un exemple très simple dans l'aide culturelle Nago. Quand l'homme parle, par exemple, la femme ne regarde pas son visage. Celle qui a été bien préparée. C'est pas une forme de suprématie, ça là? Non, pas du tout, à moins que nous nous rangeons dans un courant féministe. Pas du tout. C'est un processus de socialisation qui permet à la société, n'est-ce pas, de rester équilibrée Mais au point de vue psychologique. C'est lorsque vous Mais- êtes au village que cela se passe. C'est ça, en réalité, Même c'est... si elles relèvent de cette ère culturelle, quand elles viennent, qu'elles m'excusent, quand elles viennent en ville, leur homme leur parle, elles regardent bien droit dans les yeux. Et aussi, c'est par respect. Lorsque quelqu'un vous parle, vous le regardez dans les yeux. Oui, mais si cette femme-là, si effectivement elle a été socialisée dans sa culture, si elle a été réellement moulée dans sa culture, qu'on l'ait déplacée du village pour la ville, elle demeure, elle rend toujours compte de son éducation. D'accord. Merci Et donc beaucoup. vous voyez Mais- le pas. Oui, allez-y. Non, non, je vous laisse finir parce que nous avons des messages le pas des gens que du nous allons concubinage relayer. au mariage n'est pas un pas si grand. D'accord. D'accord? Mais il est difficile à faire. C'est difficile à faire parce que tout dépend d'avec qui je veux m'engager. D'accord. De l'individu qui est devant moi,
parce que nous voulons rester pour la vie. Et on le dit, vous savez, on le dit dans l'adage fond, que votre femme, c'est celle avec qui vous êtes resté du matin jusqu'au soir. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'il y a des couples qui se marient et qui se divorcent même à 80 ans. Après avoir des petits-fils et partout qui se sont déjà mariés et tout. Ah, c'est des cas qui arrivent dans la société. D'accord. Madame, si vous permettez, vous aurez la parole tout à l'heure. Ne pensez pas du tout que nous vous avons privé de parler. Nous allons rapidement lire les messages. Oui. De Shamsuddin, il dit que c'est un bon sujet. Voilà, le mariage n'arrange que la femme et le mari paresseux. Dis donc. Tout de suite, madame. Apparemment, il n'y a que la jante féminine qui arrive à tirer. Malheureusement, c'est la compréhension que bon nombre de personnes se font de c'est le bien qui est mis en relation là. C'est le bien qui est mis. Je vais retourner un peu en arrière pour dire qu'en économie, nous considérons par exemple le mariage comme un marché. Oui, c'est un marché. C'est un marché où l'homme et la femme sont autant offreurs que demandeurs. Oui. Ce qui veut dire que quoi? Lorsque vous êtes même en concubinage, c'est parce que vous avez regardé autour de vous, vous avez choisi, vous avez dit ça pourrait convenir pour moi, ça devrait aller. Oui. Donc après un certain temps de vie, de concubinage, normalement, vous devrez être en mesure de prendre la décision et de réguler la situation pour dire, bon, je suis d'accord, ça peut aller. Selon vous, quelle est cette durée? C'est vrai que l'homme a des comportements qu'on ne saurait totalement connaître. C'est difficile de connaître totalement la personne, mais il y a aussi la confiance qu'il faut mettre en son partenaire qui est important. Donc, après quelques années, je peux me permettre de dire au plus 5 ans, hein, après ça, il faut quand même essayer de faire le pas. En essayant aussi d'être amis, si je peux me permettre de le dire, avec toute la famille. Parce que vous n'épousez pas seulement l'homme ou vous n'épousez pas seulement la femme, mais vous épousez et l'homme et la famille. Donc, lorsque beaucoup de personnes se résignent à s'engager dans le mariage, vous allez voir qu'il y a beaucoup la famille qui est derrière. Justement, est-ce que justement c'est pas cette idée de pouvoir ou de soutenir plus tard toute une famille derrière qui fait que les hommes font beaucoup plus de pas en arrière par rapport au mariage? Je vois M. Mehento hocher la tête, ça veut dire qu'il a beaucoup de choses à dire à propos. Je voudrais m'arranger un peu sur la piste d'analyse de la collègue qui dit que le mariage, c'est un marché et la femme, dans ce marché, est un bien marchand. Est un bien marchand. Autant que l'homme. Autant que l'homme est un bien marchand qui circule. Et vous voyez, comme on vous l'avait dit, épouser une femme, c'est épouser toute une famille. Oui. Et vous savez, chez nous, on dit, lorsque vous prenez une femme en mariage, c'est vous qui vous occupez d'elle. Est-ce que s'occuper d'elle veut dire s'occuper de la famille? Parce que quand je dis s'occuper d'elle, c'est s'occuper de sa famille. Est-ce que c'est normal cela? Parce que, c'est une question qui se pose à tout bout de champ. Et surtout à moi, en tant qu'homme d'abord, avant de dire en tant que spécialiste. Vous savez, lorsque vous avez une femme, vous vous occupez d'elle financièrement, vous vous occupez de son père et de sa mère, sinon vous n'êtes pas en phase avec elle, sinon le couple n'est pas équilibré. Est-ce que c'est une obligation? Vous vous occupez de ses frères, si il n'y a pas, la situation n'est pas bien aisée de l'autre côté. Vous vous occupez, disons, de presque toute la famille, côté maternel, côté paternel. Est-ce que cela ne suffit pas quand un homme s'occupe juste je veux qu'on insiste là-dessus, Roch, de sa femme? Est-ce qu'il se sent obligé vraiment d'apporter son appui à la belle famille? C'est le poids de la société qui l'oblige. C'est le regard de la société qui l'oblige à cela. Et justement, on travaille... Par rapport à cette situation, moi, je ne suis pas totalement d'accord. Hein. Le regard de la société, non. On ne va pas regarder tout le temps la société et prendre des décisions qui vont nuire au foyer et nuire au couple. Si par exemple le monsieur n'a peut-être qu'un salaire de 64 000 francs, ne lui demandez pas quand même d'aller s'occuper de toute une autre famille qui est derrière. C'est ce qui arrive. Malheureusement, est-ce que ça devrait continuer? Il faudrait sensibiliser et nos frères et nos sœurs à comprendre ce que c'est que la Madame Miguel-Bémet, Monsieur Mehento, Madame Miguel-Bémet, Monsieur Mehento, vraiment c'est chaud sur le plateau, c'est chaud aussi
aussi du côté de nos amis téléspectateurs et internautes. Rock. Oui, afficher le message rapidement, c'est de Tamadaro Josué. Il dit tout sauf un choix, à mon avis. Une contrainte, sûrement pas. Une fuite de responsabilité, souvent oui. La peur du mariage pour beaucoup à cause de tout ce que cela implique au plan social, juridique, économique et autres. Et voilà, c'est ce que disait notre monsieur Mehento. Ce que nous allons faire, Rock, si vous permettez, nous allons mettre fin à cette première partie du débat au plateau. Continuez toujours par nous écrire. Nous allons les relayer en direct. Nous avons rapidement fait sortir notre caméra et notre micro et recueillir quelques avis, toujours sur le même sujet du concubinage. On écoute. Vivre en concubinage, c'est pas que c'est mal. Hein. Ça arrive, mais pas la faute de l'homme. Puisque déjà que vous êtes tombé enceinte, tu es déjà chez tes parents, tu es tombé enceinte. Il devait d'abord venir chez tes parents, se montrer, dire c'est moi, j'ai enceinté votre fille, je dois faire ci, je dois faire ça. Mais déjà, il dit ok, je vais le faire, mais ne le fais plus. Déjà pas heureux, ou on peut dire ça, le second vient encore. Sans connaissance, sans dot, vous vivez encore ensemble, avec 2 enfants. Aujourd'hui maintenant, c'est la grossesse qui fait les couples aujourd'hui. Quand tu es en train de faire la copinage avec ta copine, c'est la grossesse qui amène qu'on est ensemble. Donc de là, on se dit que bon, il va accoucher l'enfant d'abord et on va voir ses comportements, ses manières, son éducation, pour pouvoir dire que si on peut marier ou pas. L'homme peut se lever du jour au lendemain et dire « je ne veux plus de toi » parce qu'il n'y a pas d'engagement entre vous. Rien ne vous lie. Il peut se lever du jour au lendemain et dire « bon, ça va ». Quand l'amour est fini, là, chacun va de son côté. C'est ça. Mais s'il y avait eu l'intervention des parents ou il y avait eu des dots, avant de faire quelque chose, on pense à la famille. On pense à qu'est-ce que va dire la famille ou bien les conséquences que ça va dégénérer. C'est ma famille. Si je fais telle chose maintenant, là, c'est le nom de ma famille qui sera bafoué. Dans le mariage, nous avons trouvé temps, mais tant bon, nous avons un mariage. Mais on va dire que c'est faux. Mes fils sont en train à comprendre. En tout cas, mes fils sont en train donc parce que si nous disons que le mariage a été fait, tout le mariage est sérieux, c'est ton pays. Et quand il y a tout le monde, il y a tout le monde qui est bon. Quand le mari décède et qu'il n'a même pas fait la connaissance des parents, ni la dot, rien, et qu'il décède, on ne te connaît pas. On reconnaît juste les enfants, que celle-ci lui a fait des enfants. Mais dit que tu es sa femme, non, on ne te reconnaît pas. Zéro. La mère du mari peut se lever à tout prix et dire « ça c'est pour mon fils, je veux prendre ça. Toi tu n'as pas le droit, dans mes petits-enfants, je peux les garder dans ma maison. » Et toi tu as commencé des problèmes déjà, tu n'as pas la paix dans ta vie. Son petit frère aussi vient, c'est pour mon frère, je veux prendre. Et déjà, tu n'as pas le temps. Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau. C'était donc notre micro-trottoir Vox Pop sur le concubinage. Les avis sont allés d'une personne à une autre. Je voudrais qu'on revienne rapidement, et c'était cela qui faisait chaud sur ce débat à tout à l'heure. Le regard de la société, M. Mehento, qui trouve qu'on est obligé d'agir selon notre entourage, ceux-là qui nous entourent. Même madame trouve que ce n'est pas normal. On ne doit pas écouter et prendre des décisions en ce qui nous concerne. Et le regard de la société, mais tout ce que la société nous impose n'est pas bon, forcément. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. À nous de savoir prendre les bons côtés des choses. Et ce qui est mauvais, essayer de les corriger. Et dans ce cas-ci, lequel est bon qu'on peut quand même conserver? Bon. Parce qu'il ne faut pas aussi choquer les sensibilités des parents. En effet. Dans ce cas, moi, je pense que le concubinage, c'est une bonne chose. Certes, mais après un certain temps, il faudrait que le couple décide de protéger cette relation-là. En allant faire le mariage civil comme cela se doit. Et j'insiste encore sur le fait que
vous êtes en concubinage, mais au moins, vous essayez de faire la connaissance des parents, si possible de faire la dot d'abord, qui est un premier pas vers la belle famille, pour voir, bon, est-ce que la famille m'accepte? Comment est-ce que nous pouvons évoluer dans le futur? Et au fur et à mesure, essayer d'asseoir correctement votre mariage pour le bien de toute la famille. Oui, c'est vrai. Vous parliez du regard social aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas l'une des raisons pour lesquelles les couples concubins se disloquent facilement et rapidement lorsque le monsieur sait que derrière sa concubine, il y a beaucoup de personnes à prendre en charge? Vous savez, on ne peut pas tourner dos aux valeurs de la société. On ne peut pas tourner dos aux normes sociales qui organisent notre société, nos cultures. Qu'on le veuille ou non, nous avons nos définitions de l'union, de se mettre ensemble. Mais lorsque vous allez dans les cultures, cela prend encore d'autres connotations. Le fait d'être ensemble, de se mettre ensemble pour la vie. Vous savez, je ne voudrais pas verser dans les théories. Sinon, lorsque vous prenez par exemple ce que nous appelons la psychodynamique de Sigmund Freud, et je mets plutôt l'accent sur la topique qui parle du ça, du moi, du sur-moi. Lorsque vous prenez par exemple le ça, dans le ça résident nos pulsions. En réalité, la force hypothétique qui nous amène vers l'autre. La force hypothétique qui nous amène à accomplir un acte motivé. La société, qu'on le veuille ou non, nous a préparé à répondre à un certain nombre de choses dans la société où nous vivons. Donc, la société est vue comme une organisation. Et qu'on le veuille ou non, il doit y avoir le concubinage, parce que le concubinage, même dans sa forme, est encouragé même par la religion. Où on demande par exemple aux hommes et aux femmes, par exemple selon les préceptes, que sans le mariage devant Dieu, vous ne devez pas aller au cesse. Et donc du coup, les individus se mettent ensemble, observent ce principe-là, apprennent à se connaître avant d'aller au mariage. Mais lorsque dans l'apprentissage de mieux se connaître, de mieux se saisir dans la globalité de la personnalité, lorsque les individus ne l'obtiennent pas, ça se disloque. Ou lorsqu'on est dedans et qu'on trouve mieux encore son avantage quelque part, mieux que d'autres, on peut partir. On l'a dit au départ, la femme peut partir à tout moment, l'homme peut partir à tout moment. Mais beaucoup plus, ce que nous constatons, c'est beaucoup plus l'homme qui est enclin à partir ou à renvoyer la femme comme si c'est elle qui a beaucoup plus à gagner dans une relation. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a certaines situations qui oui, si vous le permettez, amènent monsieur a mis l'accent sur la culture. C'est vrai, la culture, elle est importante, mais la culture a aussi créé beaucoup d'attributs sociaux qui ne sont pas totalement en faveur ni de l'homme ni de la femme. Il est temps de les corriger. Il est temps que ceux qui essaient de comprendre certaines choses arrivent à les corriger. Prenons par exemple le cas d'une femme qui est peut-être du nord, du nord par exemple, qui va trouver un époux qui est peut-être du sud, les deux s'aiment bien, mais tout simplement parce que la culture dit non, mais tu ne peux pas épouser une femme du sud. Mais je crois que ce débat, on l'a déjà réglé. Je pensais qu'on avait déjà réglé le problème des frontières. Ce n'est pas réglé, ça continue dans les foyers, ça continue, c'est un autre thème sur lequel nous allons revenir. Vous permettez rapidement, nous allons entrer en liaison avec notre juriste. Il est en ligne, Julio Tometti. Bonjour. Bonjour, monsieur Aquaino. Alors, vous êtes en ligne, vous suivez ce débat avec nous sur le concubinage. Dites-nous, au plan juridique, le concubinage a-t-il une existence légale? Le concubinage n'a pas une existence légale. La seule type d'union que la loi reconnaît, c'est le mariage. Le concubinage, c'est lorsqu'on choisit de se mettre en couple de manière permanente, soit au regard de nos traditions, soit au regard des rites religieux et autres, sans avoir à se présenter devant l'officier d'état civil pour célébrer le mariage au plan de la loi. D'accord. Mais est-ce que les concubins ont des droits? Les concubins, non. La loi n'a prévu aucune espèce de droit et d'obligation pour les concubins. Par exemple, lorsque vous êtes en concubinage, vous ne pouvez pas, par exemple, poursuivre votre partenaire pour adultère. Si vous allez le poursuivre, peut-être vous allez vous plaindre d'engager sa responsabilité,
ça ne serait que sur le plan familial, c'est-à-dire la tradition, la famille, ainsi de suite. Mais vous ne pouvez pas peut-être rester en justice pour poursuivre votre partenaire parce qu'il aurait commis un adultère lorsque vous êtes en concubinage. Mais puisque beaucoup restent dans le concubinage, parfois jusqu'au soir de leur vie, n'y a-t-il pas quelque chose qu'ils gagnent dans cette relation? Ce qu'ils gagnent, c'est comme vous l'avez dit tantôt, ils sont dans une relation où ils n'ont pas d'obligation, pas grande responsabilité. Ce qui se dit généralement dans nos sociétés, les hommes évitent peut-être de se mettre en mariage, de célébrer le mariage, pour ne pas, comme on le dit, se mettre la corde au cou. Parce que les uns et les autres veulent rester, comment dire, suffisamment libres, se défaire de la relation quand ils veulent, continuer de faire, comment dire, de se comporter tel qu'ils veulent, c'est-à-dire avec les comportements d'adultère au dehors, par-ci, par-là, la dissolution des biens et autres. Donc, on ne veut pas, comment dire, se mettre sous le coup des effets formellement du mariage. Parce que vous le savez, le mariage, dans son mécanisme, est un peu contraignant. Ça amène les uns et les autres à pouvoir se comporter de manière beaucoup plus digne, de manière beaucoup plus responsable vis-à-vis de l'autre partenaire. Et donc, au plan légal. Les contraintes au plan légal, c'est que le mariage emporte l'obligation de fidélité. Le mariage emporte l'assistance mutuelle. Le mariage emporte, comment dire, il y a une sorte de solidarité permanente. Le mariage emporte au décès de l'un de l'autre que l'époux survivant vienne à la succession de son partenaire. Et donc, vous voyez un peu, nous avons un mal dans notre société, par exemple, c'est l'adultère. Si, par exemple, la majorité des couples étaient, comment dire, en mariage, l'adultère se trouverait un peu freiné parce que, aussi bien le partenaire qui s'accouple avec quelqu'un dehors que celui-là qui est complice de l'adultère peuvent être poursuivis même au plan pénal. Donc, à part la responsabilité civile qui peut emporter peut-être la dissolution du mariage à la demande de l'un, l'époux qui a commis l'adultère peut être poursuivi pénalement ainsi que son complice. Et donc, c'est des éléments, c'est des mécanismes qui pourront quand même amener les couples à beaucoup plus s'assagir. Et donc, de ce point de vue, vous constatez que les gens ne veulent généralement pas trop se lier la main parce qu'on veut être suffisamment libre comme on l'entend. Alors, dans ce schéma, qui est-ce qui perd vraiment, qui est-ce qui gagne? Je pense dans ce registre-là, tout le monde perd. Tout le monde perd. D'abord, comment dire, les enfants qui ne sont pas suffisamment protégés. Et aussi dans le couple, lorsqu'il arrivait que l'un des époux décède, l'époux restant, l'époux survivant n'a aucune espèce de droit. Et c'est là que la famille s'en mêle généralement lorsque les époux ne sont pas mariés. Puisque si l'époux, ils étaient mariés, l'obligation de solidarité emporte déjà que la femme soit cette personne-là, ou la femme ou l'homme le survivant, soit cette personne-là qui soit responsable de tout. Il participe à la succession à toutes les étapes du truc-là, et aussi pouvoir garantir le droit de ses enfants. Mais lorsque cette dernière, ou bien ce dernier, n'est pas marié, c'est là que la famille vient en toute puissance parce que ce dernier ne peut pas être protégé du point de vue de la loi. Tout ce qu'on peut peut-être lui assumer, peut-être c'est les obligations alimentaires parce que, bon, au bon vouloir même de la famille, puisque la loi en cette matière n'a rien disposé expressément pour les couples concubins. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Julio Tornetti, pour toutes ces explications que vous venez de nous fournir sur le concubinage, ses exigences et ce qu'on y perd également en y restant. Les propos sont bien clairs. Nous sommes tous d'accord avec ce qu'il a dit. Enfin, j'espère que tout le monde est perdant, contrairement à ce que l'opinion pense habituellement. Alors, je voudrais savoir justement, quand on est marié dans le mariage, est-ce que la femme vit-elle une vie heureuse? C'est vrai, nous le réclamons, les femmes la plupart du temps mettent la pression sur l'homme, mais est-ce qu'après ce pas, la vie elle est vraiment rose? Je ne saurais dire vous avez si elle soupiré. vit, oui, vraiment, parce que la meilleure personne pour mieux répondre à cette question, c'est elle-même.
c'est la femme elle-même. Mais je pense que par rapport à ce que nous observons dans la société, la femme n'est pas heureuse. C'est elle qui propose que l'homme aille au mariage, c'est elle qui met la pression et tout. On finit par célébrer le mariage, mais vous observez souvent les lendemains, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple. C'est comme si elle rêvait de quelque chose qu'elle n'a plus obtenu après le mariage. Et donc je pense que lorsque le mariage est décidé de commun accord, lorsque le mariage vient naturellement s'imposer à un couple, le couple reste encore... j'ai ma belle famille qui est... le couple est ensemble, on a célébré la toute dernière fois 50 ans de mariage. C'est intéressant. Et vous voyez, donc il faut des exemples comme ça. Généralement, qui demande à aller au mariage en premier? Je crois que de plus en plus, ce sont les femmes qui le demandent pour pouvoir se protéger contre tous les risques éventuels qui vont survenir. Par rapport à la question que vous avez posée à monsieur tout à l'heure, moi je pense, c'est vrai que la réponse elle est un peu difficile, mais je pense que la femme peut être heureuse si elle le veut. Et donc tout dépend d'elle. Tout dépend d'elle. Je pense que la vie du couple, c'est-à-dire le fondement même du couple, c'est la femme. Si cette famille réussit, vous savez que la femme a eu à participer beaucoup, a eu à jouer un grand rôle. S'il y a eu un échec, vous savez aussi que c'est la femme qui est à la base. Les femmes, elles ont beaucoup d'atouts, c'est-à-dire qu'elles ignorent peut-être, mais elles sont responsables de presque tout ce qui se passe dans leur famille. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Parfois, vous rencontrez des femmes et elles vous disent, écoute, dans ma famille, c'est le mariage ou rien. Oui. Or, le monsieur, psychologiquement, il n'était pas préparé. Mais puisque la femme veut, pour lui faire plaisir, il décide de l'amener au mariage. Oui. Et le lendemain, il lui dit, bon, c'est le mariage que tu veux, non? Je te l'ai offert. Moi, je continue ma vie. Quand c'est comme ça, est-ce qu'il ne faut pas... C'est juste une formalité. Et puis une formalité, oui, justement. Les contraintes familiales c'est pour cela que je dis que la femme a un grand rôle à jouer. S'il y a échec, ça vient d'elle. S'il y a succès, ça vient d'elle. C'est-à-dire que les deux doivent être en parfaite communion, échanger tout le temps, échanger. Et la femme doit connaître quels sont les points forts et les points faibles de son mari, savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que lorsque ça chauffe, la paix revienne et autres. Et inversement aussi, le monsieur doit savoir que ma femme, voilà ses côtés, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Les deux jouent un grand rôle, mais malheureusement, la femme a le plus grand rôle à jouer. Voilà. Monsieur Merinton disait tout à l'heure que quand la décision de mariage est nourrie par les deux partenaires, l'homme et la femme, c'est beaucoup plus mieux. Mais qu'en dites-vous de la pression que mettent certains parents sur le couple? Parce qu'il y a certains parents qui mettent tellement de pression, il faut, ne sachant pas les réalités que vivent les deux en question. C'est l'une des causes de la dislocation des couples. C'est l'une des causes, puisque lorsqu'il y a injonction de la belle famille dans les affaires du couple, souvent certains hommes prennent mal cela. Et en prenant mal cela, il suffit seulement d'en parler aux côtés de ses propres parents et les conseils fusent de part et d'autre. De partout pour déstabiliser le couple. Ouais. Et donc, du coup, on va commencer par regarder ailleurs, un peu. Et la femme, comme la femme n'aime pas ça, elle, en voyant ça, elle va commencer par s'apprêter à partir et tout. Et donc, le couple est disloqué. Comme on le dit la plupart du temps, il faut que ça soit une décision du couple et non une décision qui quitte l'extérieur. C'est ça. Même si ma belle-mère vient me parler de ce que, bon, il faut aller en mariage, il faut que tu me donnes cela, il faut. Je la mets à l'aise parce que elle veut juste que sa fille soit protégée. D'accord. Elle veut qu'après ma mort, sa fille soit protégée parce qu'elle sait que je mourrai avant sa fille. Est-ce que les belles familles reconnaissent qu'elles sont extérieures, des personnes extérieures au couple? Il y en a qui reconnaissent. Il y en a qui reconnaissent fondamentalement et qui ne veulent même pas vous rendre visite. Mais par contre, il y a d'autres. Ils sont là tous les jours. Ils veulent savoir ce qui se passe. Avant qu'on ne poursuive dans les débats, nous allons retourner rapidement au message de nos téléspectateurs. En attendant que les messages s'affichent de l'autre côté, quelques messages qui viennent de nous parvenir. Il y a Bilikis qui dit, en islam, par exemple, le mariage religieux est plus coté.
Du coup, beaucoup de femmes musulmanes sont mariées, mais non reconnues à l'état civil, surtout qu'avec les nouvelles normes, le mariage civil est avec une seule femme. Et il y a Carmelia Awansou qui dit « La solution facile, ce statut peut être justifié par le fait qu'un des partenaires domine et l'autre étant amoureux ou amoureuse se laisse aller. Aujourd'hui, on rencontre aisément des couples où soit l'homme ou la femme n'est pressé de se marier. Parfois, l'un veut, mais l'autre non. L'un veut, mais l'autre non. Oui. Et les deux font aller et le temps passe. Il y a un message, oui, c'est le message qui s'affiche justement à l'antenne. Il y a Martin Chafara qui dit, à la suite, il dit « Je voudrais savoir par rapport à ma petite expérience, que les causes de cet état de choses le message est à l'antenne actuellement. Voilà, aidez-nous à le lire. L'ignorance du mariage civil chez certains, le complexe chez d'autres, basé sur des préjugés, et enfin l'égoïsme de certains hommes. C'est ce qu'il écrit. Il y a Tamadaro Josué qui dit, en fait, peut-on même parler de concubinage? Demandez aux hommes. Dans ce cas, ils vous diront qu'ils étudient la femme en comparaison aux nombreuses du dehors sur liste d'attente. Il y a une artiste ivoirienne, Josué, qui a dit, mais combien de temps l'étude va-t-elle durer? Oui. C'est 5 ans, c'est 10 ans, c'est l'éternité. Allez-y, madame. Je vais raconter ici une petite histoire qui m'a particulièrement touchée, qui m'amène à dire que le mariage légal, elle est importante. Oui, moi, j'ai vécu avec une colocataire qui malheureusement n'a pas fait de mariage civil. Elle était catholique, son mari était musulman. Ils n'ont pas fait le mariage, mais le monsieur est décédé brutalement. Mais demandez-vous le sort qu'a subi ses enfants et cette femme. La débarrasser. Bien avant l'enterrement, on l'a dépouillée de tout, devant mes yeux. Ça, c'est un fait que j'ai vécu. Ça dit, je ne souhaite à personne de vivre cela. Des enfants qui avaient tout, qui ont été dépouillés de tout. Oui. Mais lorsque le monsieur est dans un ménage polygamique, il fait comment? Lorsque le monsieur est dans un mariage polygamique, là, ça devient vraiment complexe. Vous savez, le problème est plus profond que ça. Déjà, dans l'union, comment on s'est trouvé? Comment on s'est mis ensemble? Le problème tout le problème est là. Comment la femme accueille les parents de l'homme? Comment l'homme accueille les parents de la femme? C'est ça. Ça joue beaucoup dans l'union de deux êtres. Est-ce que vous voyez un peu? Renforcement et donc, de la relation. Tout le monde prie. Tout le monde prie pour qu'il meure. Et elle saura qui nous sommes de ce côté. Parce que nous venons rendre visite à notre fils, c'est elle qui nous chasse. Il n'est pas là. C'est elle qui dirige le foyer. Et donc, du coup, le problème est plus profond que ça. Si vous allez fouiller mieux, comme le psychologue le fait en rentrant dans l'anamnèse de l'histoire des gens, vous aurez encore beaucoup d'autres arguments qui militent en faveur de ceux qui sont venus dépouiller cette femme-là. Jusqu'à ce point. Vous savez, vous dites que la société a évolué. D'accord, je suis d'accord avec vous. Mais personnellement, moi j'ai connu une femme avec qui je suis resté en concubinage parce qu'elle est musulmane et je suis catholique. Le père étant conservateur de l'islam refuse cette forme d'union. La mère est pour. Alors on est resté là, mais un jour, on est resté assis à discuter entre nous deux pour dire nous perdons le temps. Il faut que chacun se cherche, parce que tant que ton père est là, ça ne peut pas marcher. Et puis chacun a pris son chemin. Voilà. C'est un exemple. Nous allons continuer avec la lecture des messages. Il y a Hermione Ligan qui dit sujet que le Béninois fuit. Est-ce que c'est seulement le Béninois qui fuit le concubinage? Il y a Evelyne Sagboran qui dit contournement. Non, elle dit quoi? Le mariage civil se fait aujourd'hui sans la dot. Et un autre qui dit on peut bien parler de choix vu que le mariage devant un officier d'état civil n'est pas obligatoire. Il y a quelques peurs et quand on parle de perdant, c'est relatif selon moi. Il y a également Maurice Tantan, lui qui vient, il dit l'officier d'état civil pose toujours la question avant de célébrer l'union de savoir est-ce que la dot a été faite. Nadège Vissin, elle dit pas de mariage civil sans la dot à moins que le couple mente à l'officier d'état civil. Je ne comprends pas pourquoi les hommes fuient en réalité le mariage civil. Vous acceptez
vous acceptez une femme sous votre toit et même après 3 ou 4 enfants, vous dites toujours que vous l'étudiez. Je pense que les hommes qui fuient le mariage civil ne sont simplement pas responsables et n'ont aucun plan de vie. Mais après tout, c'est une question de choix et cela va de soi. Merci beaucoup, Roch, pour la lecture de ces messages. Je voudrais qu'on revienne, qu'on mette un peu l'accent sur le cas des hommes polygames. La plupart du temps, musulmans. Est-ce qu'ils peuvent aller au mariage civil avec elles toutes? A priori, c'est non, selon les tests. Le contexte juridique voilà, ne permet pas. voilà. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une partie des femmes donc, qui sera lésée et tout? Malheureusement, vous allez écouter ces femmes-là, elles vous disent qu'elles se plaisent et qu'elles sont à l'aise. Elles sont éduquées comme ça. Comme ça. Et c'est ce que je disais au départ. C'est-à-dire, c'est d'abord la culture, la manière dont cette femme-là a été éduquée, ce dans quoi elle a été moulée et tout, qui joue. Sinon, le musulman est encore capable, le Coran le lui permet, s'il ne veut pas de cette femme-là, d'acheter des colas, un certain nombre et tout. De restituer la dot. Voilà, simplement. Donc, vous voyez, et donc, du coup, le problème, c'est, d'abord, il y a des femmes qui rentrent en relation avec un homme, qui veulent aller au mariage, parce qu'elles ont peur de se retrouver en polygamie, parce que leur mère est restée en polygamie, et elles ont été témoins des dégâts. Ouais. Et donc, elle veut échapper à ces dégâts, mais malheureusement, ces dégâts les rattrapent toujours. Voilà. C'est ça. On a l'impression que... Nous allons c'est vrai. Oui, un autre message. Le message est de Heureuse Sitondi qui nous écrit du Mali. Elle dit: le mariage est l'union légitime de deux êtres qui ont choisi de vivre ensemble autrement. Autrement dit, c'est un choix et quand on choisit de vivre avec quelqu'un, il faut une officialisation car ainsi vous montrez en famille que la dot devant le monsieur le maire est au lieu de culte, que vous n'avez pas honte de la personne que vous avez choisie. Choisir de ne pas se marier aussi est une option qui suppose que vous n'êtes pas en mesure d'assurer vos responsabilités. Est-ce à dire que dans le concubinage, on n'a pas de responsabilité tout de suite? Dans le concubinage, on n'a pas de responsabilité si on le veut. Si on le veut, je dis bien si on le veut. Le tout dépend du contrat que vous avez eu. Est-ce que c'est si on le veut ou bien ce sont des obligations qui s'imposent à vous? Le CES, par exemple, c'est une obligation. Une obligation. Une obligation. Lorsqu'on est dans le mariage. Moi, je ne pense pas que ce soit une obligation parce que deux personnes peuvent décider de se mettre ensemble et ils vont dire pour le moment, il n'y a pas de sexe. Voilà, mais ils sont des concubins. Mais est-ce qu'ils peuvent s'entraider tout au moins? Je continue de soutenir que dans le concubinage, j'ai dit, il y a de la disponibilité sexuelle. Il y a de la disponibilité sexuelle. Parce que la plupart du temps, on se met ensemble pour le sexe. Quand on dit sexe, ce n'est pas tout de suite la génitalité. D'accord. Ce n'est pas la génitalité. Je ne suis pas totalement d'accord avec vous quand vous dites que c'est pour le sexe. D'abord qu'on se met ensemble. Quand je dis le sexe, ça ne peut pas être le sexe. Quand je dis le sexe, je ne dis pas la génitalité. Le plaisir, vous parlez du plaisir. Je plaisir. parle du plaisir. Je parle de l'affectivité. Mais quand on se met ensemble, normalement c'est pour s'étudier, ce n'est pas pour le sexe. On recherche chez l'autre. C'est pour étudier les comportements. Non, en réalité, c'est vous qui voyez qu'on étudie. Le comportement, la génitalité intervient. Lorsque ça intervient, ça c'est autre chose, mais ce n'est pas une obligation. Dis directement que le sexe est une obligation. C'est vous qui voyez qu'on étudie. C'est vous qui voyez qu'on étudie la Non, mais les hommes le disent, ils se plaisent à le dire gaillardement. C'est pour vous étudier. Derrière ça, il y a beaucoup d'autres choses. C'est le signifiant, le signifié. Il faut dire que c'est la jeunesse, que les choses ont changé. C'est la jeunesse. Sinon, lorsque vous repartez en arrière avec nos aînés, avec nos parents, mais ce n'était pas le cas. Ils restaient ensemble pendant des années sans se connaître sexuellement. Nous avons encore quelques minutes. Nous avons moins de 2 minutes pour clôturer ce débat. Et je vois que Roch a encore des messages qu'il va partager avec nous. Très rapidement, il y a quelqu'un qui dit, moi personnellement, en tant que juriste, je pense que nous nous sommes créés plus de problèmes que nous n'en avons depuis 2004 avec le code des personnes et de la famille. Et Charles Ligan dit le mariage, excellente démarche d'officialisation des relations de couple. Il consolide les liens également
ou encadre les ardeurs des époux. Toutefois, entendu comme cérémonie, il est parfois contraignant parce que onéreux dans certains cas où la prétention de l'un des époux, des deux, ou même de l'orgueil des parents ralentit le rythme de l'organisation. Voilà, vous avez écouté, et je ne sais pas si on aura vraiment le temps matériel pour rebondir sur tout cela, mais une chose est sûre, le débat a été houleux ici, et comme Roch aime le dire si bien souvent, c'est que le débat continue. Roch, un dernier message. Oui, un dernier message dit, voilà un lien que tu établis facilement et qui est hyper difficile de dénouer. Il parle du mariage. On dirait que c'est une prison. On n'est pas libre dans un mariage avec papier de blanc. Un petit faux pas, la femme te sort toutes les lois. Ça, c'est rien. Les jeunes ont appris des expériences de leurs aînés et ont préféré vivre comme les sages. Fais la dot, on t'amène ta chérie à la maison. Vous faites vos enfants et à nous aller. Elle te trompe, même à ton insu, les ancêtres s'en occupent. Avec le mariage civil, on te demande des preuves pas possibles. La femme trompe, le monsieur, lui, il trompe tous les jours. Ce sont des faits que nous vivons la plupart du temps. Alors, nous allons conclure rapidement. On va terminer par madame. Alors, vous, quel est le juste milieu qu'on peut trouver entre le concubinage et le mariage? Moi, je voudrais dire mes derniers mots en disant que le concubinage est un mariage à l'essai et que cela aujourd'hui est encouragé par plusieurs raisons, plusieurs facteurs, dont les raisons socio-économiques, les études, la recherche du partenaire idéal et bien d'autres. Mais cela ne doit pas durer dans le temps. Merci beaucoup, monsieur Tometti. Alors à vous, madame. Non, Mehento. Je dirais que le concubinage, c'est une bonne chose, ça a ses avantages, mais le mariage légal, c'est mieux. Si on peut aller jusqu'au mariage légal, c'est mieux pour le bien-être, surtout des enfants. Voilà. Merci beaucoup. On dira que c'est le féminisme qui parle. Décidément. Merci beaucoup, monsieur Michel Mehento. Voilà, Mehento, vous êtes psychologue clinicien. Yvette Yegbema, Yvette Rosette. Rosette. Ah, Yegbema. Voilà. Ah, c'est pas Yvette, c'est Rosette. Toutes nos excuses alors, vous êtes socio-économiste. Merci d'avoir partagé votre expérience avec nous dans ce débat. Alors, qu'est-ce que nous allons faire, Roch? Marquer une petite pause? Oui, nous allons marquer une petite pause, mais avant, je voudrais dire merci, un certain merci à tous ceux-là qui réagissent et qui continuent de réagir sur la plateforme, les différentes plateformes de l'émission. Eh bien, les messages continuent de venir. Malheureusement, nous ne pourrons pas tout lire. Le débat se poursuit. Il est intéressant. C'est un sujet de société. Sur WhatsApp. Voilà, merci. Et si vous avez envie de participer à un de nos débats, n'hésitez pas, faites-nous savoir simplement. Sur les numéros qui 96 37 92 33 ou le 61 19 88 88. Les messages vont venir. Merci beaucoup, Roch. Merci. On va marquer une petite pause. Simplement, on regarde.
Et voilà, notre vie est ancrée dans nos us et coutumes et il paraît que l'huile rouge ne se prononce pas à un certain moment de la journée. Pourquoi? Nous allons vous inviter à suivre ici parce que beaucoup le disent, on ne doit pas désigner l'huile rouge par son vrai nom. Eh bien, nous sommes allés chercher la raison pour laquelle les grands-parents l'interdisent. Écoutons. On nous interdit d'appeler le nom de l'huile rouge la nuit parce que la tradition, nos religions endogènes, ils utilisent souvent l'huile rouge pour leurs fétiches, leur, je sais pas, vaudou, ainsi de suite. La nuit, pour les fétiches, d'après ce que moi j'ai entendu, ils se reposent. Et la nuit, vous appelez le nom de l'huile rouge. Mais c'est avec l'huile rouge là qu'on les réveille, qu'on les stimule. Ils se réveillent, ils vont vers vous. Mais ils vont vous parler, mais vous n'allez pas comprendre leur langage. Vous ne les voyez pas. Mais ils vont vous demander certainement des choses que vous ne savez pas, vous ne les avez pas entendues. Donc il vaut mieux ne pas appeler des choses qui vont le nom, des choses qui vont les stimuler, qui vont les emmener vers vous la nuit au moment de leur repos. Généralement, ça doit commencer à partir de 0 heure. Parce que la journée, là, ça finit complètement à 0 heure. Mais chez nous, quand il fait sombre, c'est déjà la nuit. Quand il fait vraiment sombre, nuit, là, c'est la nuit. Quand il veut l'appeler huile rouge, il dit Sinvo. Alors Sinvo, quoi de film nanamia. Quand vous ne savez pas, vous appelez, les gens vous corrigent. Mais ils ne vous corrigent pas en reprenant le nom là, ils vous corrigent simplement en vous disant c'est telle chose, c'est Sinvo, je n'ai pas ami Vovo. Alors là, je ne saurais vous le dire. Mais du sud jusqu'au centre, je crois que les gens utilisent souvent de l'huile rouge pour stimuler leur fétiche, les trucs là. Mais dans le septentrion, je ne sais pas. Je ne peux pas l'affirmer. Voilà, cela dépend donc de la position géographique, de l'air culturel, rock. Apparemment, dans le nord, l'huile rouge n'est pas vraiment utilisée dans certaines de nos traditions et donc ça ne gêne pas. Enfin, j'espère bien que ça ne gêne pas. Vous faites bien de dire, vous l'espérez. J'espère bien parce que... Ça peut avoir, là, elle nous a parlé de cet interdit de l'air culturel fond. On n'appelle pas le nom de l'huile rouge, surtout la nuit, pour rappeler l'huile rouge. Et vous le saviez depuis tout petit que c'est comme ça? Oui, je le sais, on me l'a interdit, mais pourquoi on ne le dit pas? Mais justement, on n'a jamais eu l'occasion de me l'expliquer. On dit seulement la nuit, si tu veux de l'huile rouge, il faut dire je veux de Sinvo. Mais à quand les explications? Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'interdits, beaucoup de choses qu'on nous refuse. Tout mais à fait. On ne va pas jusqu'au bout nous dire, mais voilà les raisons qui sous-tendent. Il va falloir qu'on nous les explique. Et c'est l'objectif de cette rubrique que nous avons instaurée dans cette émission matinale. Et nous avons constaté que cela intéresse déjà beaucoup de téléspectateurs qui nous envoient même des interdits et nous demandent d'aller leur chercher les origines de ces interdits.
il y a une dame qui nous a envoyé un message pour demander pourquoi on interdit par exemple à la femme de balayer la nuit ou bien de puiser de l'eau la nuit, ou pourquoi interdit-on à la femme de chanter quand elle est sous la douche. Eh bien, si vous êtes intéressé, si vous êtes une personne ressource capable de nous donner des explications par rapport à ces interdits, eh bien, vous avez nos numéros qui s'affichent souvent au bas de l'écran de cette émission. Appelez-nous seulement, nous allons nous porter vers vous pour les recueillir. Voilà, nous allons à présent ouvrir une autre page, c'est la page donc, du prénom africain. Le prénom africain ce jour nous conduit droit dans les collines. Il est déjà bien installé ici. Il s'appelle Thomas Akparo. Vous êtes acteur culturel et aussi journaliste. Bonjour. Oui, bonjour madame la journaliste. Vous êtes très bien habillée. Merci bien, merci beaucoup. Alors, vous êtes venu avec un prénom, n'est-ce pas, de l'ère culturelle Idacha, n'est-ce pas? Le prénom c'est? Le prénom de ce jour, c'est le prénom Asereou. Asereou. Asereou, voilà. Asereou. 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 Voilà. Bon, c'est une phrase, dans quelques instants, nous allons l'expliquer, mais je dirais que c'est une phrase. Bientôt, vous aurez l'explication de ce prénom-là. On va y aller tout de suite. Hein, et en même temps, comment est-ce qu'on peut expliquer ce prénom-là, Asereou? Dans l'air culturel Idacha ou en Afrique, le prénom s'explique par celui qui l'a donné. C'est celui qui a donné le prénom qui arrive à donner le vrai sens de son explication. Mais toutefois, nous allons essayer quand même... Vous allez permettre pour qu'on puisse vous entendre correctement. Je vais mieux orienter le micro. Allez-y, allez-y maintenant, on vous reçoit. Donc je disais en Afrique, en général et sur la terre culturelle d'Acha en particulier, le prénom est bien expliqué par celui qui a donné ce prénom-là, parce que c'est lui seul qui sait pourquoi il a donné. Dans quelles circonstances? Dans quelles circonstances il a donné. Mais ici, nous allons parler du cas général. Nous parlons du prénom Asereou. Quand on dit Asereou, littéralement, cela voudra dire « ils ont pensé ». Ils ont pensé. Asereou, oui. Ils ont pensé quoi? Voilà, c'est là la question maintenant. Et c'est de là que nous allons expliquer, nous allons donner l'explication. Quand on dit Asereou, c'est un prénom qui a deux sens. Le sens de provocation et le sens de grâce, c'est-à-dire remerciement à Dieu, et aussi provocation, c'est-à-dire peut-être question ou réponse aux ennemis ou à tout ce que nous savons en Afrique. Peut-être ils ont pensé que je n'y parviendrai pas. Voilà, pour eux, je n'y parviendrai pas, je n'arriverai pas à construire, je n'aurai pas de l'argent, ou bien je n'aurai pas d'enfants. Peut-être, parfois, c'est les familles qui ont cherché d'enfants pendant longtemps, qui n'ont pas trouvé, qui donnent ce prénom-là. Peut-être parce que le phare aurait révélé que quelqu'un dans la famille a fait ci, et que cet enfant n'aura pas d'enfant, ou bien ce monsieur n'aura pas d'enfant. Donc finalement, il dit Asereou, mais ça ne s'est pas réalisé. Asereou Kotié, c'est la phrase. Asereou Kotié. Voilà, donc ils ont pensé, mais ça n'a pas été réalisé. Nos pensées à l'endroit de tous ceux-là qui nous reçoivent du côté de Dassai et environ, n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup. Donc, et de l'autre côté, par exemple, pour une famille qui cherchait un garçon, par exemple, et qui ne font que faire vous savez, autant de nos parents, il n'y avait pas de la radio pour que, déjà, ou la radiographie, elle a dit, pour que la mère ou bien la famille sache quel enfant vient après la grossesse. Donc, il faut attendre forcément la naissance pour savoir c'est quel sexe. Alors, peut-être que est-ce que ce prénom-là, on peut le donner aux deux sexes, à une fille ou à un garçon aussi? Ça se donne aux deux sexes, filles comme garçons. Donc, si par exemple, la maman cherchait un garçon, par exemple, depuis longtemps, il ne fait que faire des filles, et finalement, il trouve un garçon, elle dit, voilà, Asereou, qui Otié, là, ce n'est plus Kotié, mais Otié, c'est-à-dire, ils ont pensé et ça s'est réalisé. Ok, d'accord. Ce qu'ils voulaient, c'est réalisé. Donc, si entre-temps, ils ont nourri de pensées positives, le nom prend le sens positif. Si la pensée elle est négative, le nom prend le sens positif. Maintenant, si la pensée était positive, le nom prend le sens négatif. Voilà. Donc, si je disais que c'est un nom, un prénom pour donner, pour répondre à Dieu, c'est-à-dire pour rendre grâce à Dieu, c'est-à-dire je priais, je voulais, finalement ça s'est réalisé. Donc, on rend grâce à Dieu. Dieu merci parce que je voulais, je priais, je demandais, et puis tu me l'as donné à Asereou, Otié. Ok, vous êtes de l'ère culturelle Tchabé. Idacha. Pardon, Idacha.
Vous connaissez certainement des gens qui portent ce prénom à Siréou. J'avoue, c'est un très beau prénom, vraiment original. Mais lorsque vous voyez leurs conditions de vie, comment ils se comportent dans la société, est-ce qu'ils incarnent vraiment le sens de ce nom? Voilà, je vous remercie. Les parents qui donnent les prénoms souvent donnent l'éducation en fonction de la situation qu'ils vivaient avant de donner ce prénom-là. Par exemple, pour quelqu'un qui cherchait l'enfant pendant longtemps et qui finalement a trouvé, ne va pas négliger cet enfant, il va le dire comme il le faut. Donc c'est pour vous dire, pour les Asséréos que je connais, j'en connais assez, pour la plupart c'est des gens patients, très respectueux et très combattants aussi. Okay. Même si souvent ils sont généralement pour les femmes, c'est des gens qui n'aiment pas trop se forcer aussi quand on les regarde parce qu'on le cherchait, on l'a trouvé finalement, on va un peu la chérie, tout ça. Donc finalement l'enfant, pour nos mamans, c'est déjà de quoi je parle. Est-ce qu'adulte déjà, on peut se donner ce prénom, pas forcément que le parent te le donne à la naissance et que tu grandis avec. Oui. Est-ce que là où vous êtes, par exemple, vous avez des jeunes frères et sœurs, dès qu'ils voient que voilà, c'est un prénom qui peut incarner ou qui ressemble un peu à leur mode de vie et tout ça, est-ce qu'ils peuvent se le donner? C'est autorisé? C'est possible, c'est autorisé, c'est possible. Même moi qui suis ici, je suis prêt à me donner ce prénom-là parce que peut-être, comme l'a dit l'artiste Kérosène, quand tu ne penses pas et puis finalement tu es arrivé là, tu peux dire, Asséréou, peut-être. Pour toi, tu te dis, bon, mes blocages venaient de ma famille, mais ça venait de telle personne, bien. Peut-être tu as une discussion de temps avec quelqu'un qui a dit, mais toi, tu n'auras jamais réussi, toi, tu n'auras pas telle chose. À ce concours-là, toi, tu n'auras jamais admis, mais finalement, tu es arrivé à traverser là-bas. Pourquoi ne pas dire Asséréou? Tu peux t'appeler Asséréou. J'ai bien envie de vous poser une question. Voyez-vous le sens, la portée de nos prénoms traditionnels? Pourquoi ne nous limitons pas à ces prénoms et nous tenons coûte que coûte à y ajouter le prénom français, le prénom anglais ou bien le prénom d'un étranger? Je crois que c'est le travail que nous devons faire. Et c'est ça, vous avez déjà commencé par nos médias. Si nous parlons d'indépendance, il faut vraiment que nous soyons réellement indépendants. Parce que nous portons des prénoms où nous ne savons pas si réellement les explications que nous trouvons sur Google ou dans les dictionnaires sont véridiques. Par exemple, je m'appelle Thomas, je ne sais pas ce que Thomas voudra dire de façon concrète. Il s'appelle Roch Aurélien. Voilà. Vous allez consulter le dictionnaire. Le dictionnaire, c'est écrit par quelqu'un d'autre, peut-être lui. On ne sait pas pourquoi il a mis la définition que Roch porte dans le dictionnaire. Roch, vous voulez dire que Thomas est un saint, c'est ça ou... Thomas est un saint. D'après ce qu'on nous a dit. On dit souvent Saint Thomas. Oui, qu'il faut voir. Il faut voir avant de croire. Vous êtes dubitatif. Est-ce que vous pensez... Vous l'êtes? Le prénom a-t-il une influence sur vous? Ceux qui me connaissent le disent souvent, moi je vois souvent avant de croire, j'aime voir avant de croire. Donc vous incarnez vraiment votre prénom, Thomas. Je ne crois pas ce qui n'existe pas, donc j'aime prouver en fait. Mais ça ne suffit pas, donc c'est le travail que nous devons faire. Il y a des familles par exemple, il y a des gens qui ont compris par exemple à Dassa, qui ne donnent que ces prénoms-là. Si vous prenez par exemple, vous m'excusez, la famille Nanako par exemple à Dassa, c'est une famille où vous n'allez jamais retrouver un prénom français. C'est une grande famille, mais ils ne donnent que des noms en langue Idacha et ça s'arrête là. L'enfant peut avoir 4 prénoms, mais ce seraient tous Je pense qu'on doit pouvoir travailler dans ce sens, sensibiliser les uns et les autres. Et ça va être, parce que le changement dans la société, c'est une question de temps. Oui. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà. Et vous savez, pour un petit travail que j'ai eu à réaliser, en Afrique, bon, je parle de Idacha, les noms, nous avons 5 catégories, j'allais dire 5 catégories de noms Idacha. C'est un peu comme les Ditamari. Hier, on a eu les conditions dans lesquelles on donne les noms. Par exemple, je viens de parler de Asséréou, ça c'est fait de société, on tient compte des faits de société pour donner ce prénom-là. Il y a ce que nous appelons Eric ici, c'est-à-dire le nom de ta croyance religieuse. Par exemple, si tu es musulman, les musulmans ont des noms qu'ils donnent. Quand tu es chrétien, il y a des noms, comme par exemple Kadokpe, Moudoupe, tout ça, c'est des noms chrétiens. Ou par exemple, là, c'est la deuxième catégorie. Ou si vous appartenez à une divinité ou le goût, par exemple, il y a des noms qu'ils donnent au Gougba, au Gougbe, tout ça là. Ça, c'est l'autre catégorie, la troisième catégorie, c'est le nom de la famille. Il y a des familles qui ont des noms spécifiques, ou des clans qui ont des noms. Par exemple, quand tu entends Akomu, et Idje ou Okiri, à Dassa, automatiquement tu sais que celui-ci vient de cette famille, celui-ci vient de cette collectivité-là. Ça c'est la quatrième, c'est la troisième catégorie. La quatrième maintenant. Vous le permettez, je continue. Oui, très rapidement. Il y a des familles de royauté.
où on donne le nom comme Oladé, Olatonde, ou il y a des noms qu'on appelle, la dernière catégorie d'ailleurs, la 5e catégorie, Amoutorwa. Ça, c'est les noms où les enfants eux-mêmes apportent. Ce qu'on va faire, puisque c'est une émission qui va durer dans le temps, oui. Vous allez revenir, un de ces 4, ça c'est sûr. C'est promis, il va revenir. Vous allez revenir et nous aurons à évoluer tout doucement et dans chaque catégorie, un prénom, chaque catégorie, un prénom, et on va puiser un peu dans nos origines. Merci beaucoup. Nous avons eu le bonheur et le plaisir d'avoir découvert le prénom Asseréou. C'est un très beau prénom. Oui. Merci à vous. Et d'ailleurs, je vous dis, hein, les pensées des hommes sur vous sera inutile. Amen. Amen. On reçoit. Amen. Merci. C'est Écoutez. Comment on dit merci en Idacha? Écoutez. Voilà. Écoutez Thomas Akbaro. Écoutez. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi que ça se passe sur la matinale de BB24 Nopinen. Nous allons enchaîner avec l'image de la capture. Voilà donc retour sur ce plateau pour voir avec la complicité de la réalisation, nous allons voir cette image. Et voilà, l'image qui s'affiche. Alors, j'ai bien envie de découvrir ce qui est là-dedans. On dit, voilà, on remarque juste que c'est des mecs, des hommes donc, qui sont dans un cabaret, dans un bar, qui se servent à boire tout simplement. Il y a l'un qui demande aux autres, mais pourquoi les hommes ne communiquent pas leurs problèmes et frustrations à leurs épouses? Et à l'autre de répondre, vous ne pouvez pas discuter de votre paludisme avec les moustiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Autrement dit, les problèmes des hommes, ce sont les femmes. C'est ce que j'allais vous demander. C'est qui vos moustiques? Bon. C'est qui les moustiques? Je ne suis pas l'auteur du test. Mais est-ce que vous pensez que c'est bien marrant, les hommes... Oui, c'est bien marrant. Mais est-ce que vous pensez qu'effectivement, les vrais problèmes des hommes sont les femmes? Bon, nous n'allons pas trop incriminer nos mamans, hein, mais... Vos épouses, vos sœurs. Vous savez, la plupart des problèmes des hommes, c'est souvent les femmes. Je ne l'affirme pas parce que je ne suis pas maître du domaine, mais le problème des hommes, c'est la plupart. Parce que l'homme qui se chine, qui se réveille à 6 heures pour revenir à 19h ou à 20h ou à 23h, c'est dans le but de nourrir peut-être une femme, d'accord, dans le même temps, une fille d'autrui. Dans le même temps, les femmes aussi aujourd'hui travaillent, elles se chinent, elles travaillent à fond et qui prennent en charge toute la famille, tout le foyer. Pas au même pied d'égalité que les hommes, nous sommes d'accord. Pas au même pied d'égalité. Ça c'est votre avis. Quel est votre point de vue sur la question? Mon point de vue, je n'oserais pas dire que le problème des hommes, ce sont les femmes. Vous savez, chacun est quelque part la source de son propre problème aussi. Parce que quelque part, si l'homme aussi fait une introspection, il doit avoir des choses à se reprocher. Si la femme a eu à avoir un comportement, c'est certainement en réponse à un comportement de la part de l'homme. Donc, on ne peut pas tout de suite incriminer la femme et dire que, bon, lorsqu'un homme a tout de suite un problème, la source du problème, c'est la femme. Il faut essayer de relativiser, c'est ce que je pense et c'est mon opinion. Cela n'engage que moi. Et vous avez aussi, chers amis téléspectateurs, votre opinion aussi à vous. Hein? Est-ce que c'est vraiment les femmes qui créent des problèmes? Si c'est oui, ça doit être aussi vice-versa. Mais je pense que dans un couple, plutôt que de chercher à s'accuser, il faut plutôt s'asseoir ensemble et discuter, communiquer. Et c'est ce défaut de communication qui est aussi la base de certains problèmes. Et l'orgueil, il y en a qui trouvent que leur petit moi, le MOI, doit pouvoir prendre le pas sur l'autre, alors que dans la vie à deux, il n'y a pas ça. On doit pouvoir s'abaisser, se faire petit, même si on a raison parfois, se faire petit et communiquer, échanger, et ne serait-ce que pour faire apaiser la situation, la tension, et vous allez voir que chacun aura le sourire aux lèvres. Absolument, c'est très important. Quand ça se passe comme ça, le sourire, la bonne ambiance, et puis tout le monde est relax, détendu. Mais, contrairement à ce qui est écrit, je pense que le vrai problème des femmes,
ce sont les femmes elles-mêmes. Ah, ça peut être un sujet de discussion. Oui. Est-ce que vraiment les femmes se mangent entre elles le nez? Roch, vous faites si bien parce qu'on cuisinait ce sujet-là à l'interne. Oui, on était en train de le mûrir. Hein? Le sujet viendra sur le plateau de discussion très bientôt, mesdames et messieurs. Merci à vous. Et si on allait découvrir encore ces autruches de la ferme d'Ataktou, de Dassari. De Materi, oui. À Takora. Allons-y alors. Il avait une promesse pour vous qui avez pris cette émission avec nous depuis 6h30, c'est bel et bien Roch. Qu'est-ce qui fait la différence entre le mâle et la femelle dans le monde des autruches? Effectivement, je sais que vous m'attendiez parce que vous voulez aussi savoir. Exactement. Eh bien, nous allons, je vais encore demander à notre réalisateur du jour de nous balancer les images pour que les gens puissent faire la différence. Eh bien, quand vous avez l'autruche, les mâles se caractérisent justement par le plumage noir et brillant et l'extrémité de la queue est souvent blanche. Est-ce que vous voyez? Le mâle a un plumage noir, brillant. On en voit là, hein, dans la troupe. Et l'extrémité de la queue est blanche. Mais quant aux femelles, elles sont plus petites d'abord que les mâles et elles présentent justement un plumage brun. Ce que vous voyez à l'antenne, c'est un mâle. C'est un mâle. Oui, c'est un mâle, ça. Et la femelle, elle a un plumage vraiment brun. Et ça c'est une femelle? Non, ça c'est un mâle. C'est un mâle. D'accord. C'est un mâle. Vous voyez, il y a des femelles parmi... Dedans, il y a des femelles dedans. Parmi la troupe. Voilà. Moi, je voudrais rapidement revenir avec vous. C'est une expression que vous connaissez déjà, c'est-à-dire faire l'autruche, simplement se voiler la face, refuser de voir la réalité en face. Alors, il faut dire que c'est une expression qui est apparue avec le temps, lorsque donc, les explorateurs étaient en train donc, de faire l'étude sur la faune africaine depuis le XVIIe siècle. Et qu'est-ce qu'ils ont observé? Les autruches ont enfui leur tête dans le sol à leur approche en cas de menace. Et c'est depuis cet instant que l'expression donc a pris corps et a pris forme. C'est ça. Merci pour ce complément d'information, Karamat. Et nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Nous allons tout simplement remercier nos amis téléspectateurs, toujours fidèles à cette émission. Vous qui nous avez suivis depuis 6h30, merci à toute l'équipe de réalisation, de production Roch. Merci aussi à vous. On se retrouve demain et nous allons vous laisser sur ce clip de Master Kate, Auto. Et c'est sur ce clip-là, nous allons vous demander de danser. Nous allons nous séparer de vous tout en dansant. Oui, merci naturellement. À toute l'équipe de réalisation. Au revoir, bye bye.
Bétaro, c'est mauvais. Vamico, compliqué. Prends ton haut, c'est mauvais. Vamico, compliqué. Adrona no yemme mugalutwe. Adrona no yemme mujawere. Adrona no yemme mugalidwe. Bintololo inandureji. Bintololo yena realize. Bintololo mauna wazora hore. Mauna wazora hore. Bintololo wena inugam. Bintololo wena hozoro. Bintololo mauna wazora hore. Mauna wazora hore. Mero poro ero suviton yeah yeah. Será zomde da gbe manago yeah yeah. Unda se cuida lo mesmo masusumbe. Alide azejo be hanamo yeah 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 yeah. Rappelle-toi combien de fois t'as connu la galère. Rappelle-toi combien de fois t'as été humilié. Rappelle-toi combien de fois maman t'a conseillé. Yeah. L'homme est bon, l'homme est mauvais. Fais notre ruiné. Yeah. Adrona no yemme mugalutwe. Adrona no yemme mujawere. Adrona no yemme mugalidwe.